Eh bien, mon travail aujourd'hui, c'est en tant que coordinateur visibilité du CATL et de vous informer sur la visibilité des traducteurs. Alors, nous avons donné un titre, Nomme ton traducteur ou le rocher de Sisyphe. Bon, vous connaissez Sisyphe dans la mythologie, qui était un roi puni. J'essaye de me rapprocher du micro. Donc Sisyphe était ce roi dans la mythologie qui a été puni par les dieux. Et la punition consistait à porter une charge très lourde sur une colline et de recommencer à chaque fois. Parfois, lorsque l'on pense à la visibilité des traducteurs, on pense à ce type de tâche, quelque chose qui ne se termine jamais. Et bon, pas très gratifiant aussi. Afin de surmonter cette frustration, lorsque l'on parle de la visibilité des traducteurs, je souhaiterais mettre l'accent sur l'objectif. Qu'est-ce que l'on veut dire par là, avec la visibilité des traducteurs, et pourquoi est-ce que c'est important? Donc, je souhaiterais citer les traducteurs et on parle aussi de la visibilité et des problèmes surmontés. On nous dit que la visibilité peut mener à une meilleure reconnaissance et aider les traducteurs à surmonter les problèmes qui viennent de l'anonymité. Les traducteurs invisibles ont une mauvaise position de négociation et sont en général mal payés en conséquence. C'est la manière dont voit la chose, ou le CATL voit la chose. Nous ne voulons pas poursuivre cette idée de visibilité pour le bien fondé de la chose, mais pour rendre vraiment les traducteurs visibles afin de leur offrir de meilleures conditions, meilleures rémunérations, leur donner de meilleures conditions de travail. Donc, c'est pourquoi il est important de nommer le traducteur. Une manière d'essayer de le faire, d'avoir cette visibilité, eh bien, ça permet un peu de rompre un cercle vicieux ou de créer un cercle vertueux, car chacun qui publie un livre a une chaîne de valeur, cela crée cette chaîne de valeur et on va réussir quelque chose si et lorsque les traducteurs sont bien reconnus dans leur travail. Ils ont une meilleure reconnaissance et donc ils pourront être en meilleure posture pour négocier et ils fourniront un travail de meilleure qualité en termes de traduction et donc cela va enrichir l'ensemble de la chaîne de valeur et cela donc donne de meilleurs livres dans les mains des lecteurs. In order to have this, Donc, afin de rendre ce mini-panel un peu plus dynamique, nous allons essayer d'avoir un dialogue ici avec Gabriela Stuckley du Collège des traducteurs Lorraine en Suisse. Et je vais vous poser la question, votre avis, quel est l'objectif de la visibilité? À qui est-ce que l'on s'adresse lorsqu'on veut rendre les traducteurs plus visibles? thank you, Eva, and by Merci beaucoup, Eva, et merci au CATL et à tous les organisateurs. Je me réjouis vraiment d'être présente parmi vous aujourd'hui.
Je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière au titre de ce dialogue. Donc, le rocher de Sisyphe, le travail de Sisyphe, donc la nature du traducteur. Donc, lorsque l'on fait quelque chose, si cela fonctionne, eh bien, il faut recommencer toujours, il n'y a pas de fin. Mais si vous me le permettez, je vais peut-être citer moi aussi une phrase de Camus qui nous dit que le plus grand combat tout en haut de la colline peut remplir le cœur de quelqu'un. Il faut donc imaginer Sisyphe comme cette personne. Or also a motivation to Cette personne heureuse. task. Donc, cette tâche de rendre la visibilité des traducteurs plus grande est quelque chose de positif. Donc, vous avez posé la question de l'objectif. Eh bien, définir les groupes cibles, pour moi, ça, c'est l'un des problèmes majeurs. Ou au moins, une question qui reste ouverte. Ce n'est pas la même chose si l'on communique avec une audience imaginaire de lecteurs ou si l'on communique au sein d'une industrie ou des industries. Cela dépend donc des groupes cibles auxquels on s'adresse. C'est donc une forme différente ou adaptée de communication. Voilà pour commencer. Merci Gabi. We should have the previous slide presentation, please. The second part. Donc, je souhaiterais aborder la deuxième partie de ma présentation, qui est un bref aperçu de ce que fait le CEATL et les campagnes de visibilité. Nous produisons quelques vidéos. Nous avons un e-zine. Nous avons des campagnes pour la journée mondiale du livre. Et nous avons quelque chose appelé le Seattle Friday. Et la dernière campagne est appelée Week in Translation. En 2022-23, nous avons célébré la journée internationale de la traduction avec une vidéo. Donc, c'était une vidéo de 5 minutes que vous pouvez trouver sur YouTube. C'était traduire l'intraduisible avec le prix Nobel Svetlana Alexievitch, écrivaine de Biélorussie. Les vidéos consistaient en la chose suivante. Vous aviez les traducteurs de toute l'Europe qui lisaient une brève phrase ou un passage bref de l'œuvre nommée, donc Second. Next slide, please. Ulysse de James Joyce. Then our e-zine, our magazine. Notre magazine en ligne, e-zine, qui s'appelle Contrepoint, qui est publié 2 fois par an, ou même un peu plus. Elle contient plein d'informations utiles, des problèmes aussi débattus, qui ont trait à la traduction littéraire. Je vous recommande donc chaleureusement de y jeter un œil. C'est publié en français et en anglais. And then our latest World Book Day. Notre dernière campagne World Book Day, Journée mondiale du livre, avec le hashtag Translating is my superpower. Donc, les membres individuels de notre association sont invités à envoyer des photos d'eux-mêmes au travail et utiliser ce hashtag afin de mettre tous ces posts individuels dans une campagne générale. Et bon, ça a bien fonctionné. C'était très coloré, très joli. Nous aimons souligner lors de cette journée mondiale du livre que la journée, le nom complet, c'est Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.
faut bien faire référence aux traducteurs littéraires. Alors, le CATL Friday, le vendredi CATL, ça a débuté il y a 2 ans. Chaque vendredi, nous postons quelque chose, un contenu du CATL, du monde du CATL, de ce qui se passe en Europe. Vous trouverez cela sur nos réseaux sociaux, notre profil Facebook, ex-Twitter, Instagram et LinkedIn. Notre dernière campagne de visibilité s'appelle Week in Translation, une semaine en traduction. C'est un dernier programme qui est lancé sur Instagram, qui a commencé en janvier de cette année. Nous laissons les clés de notre profil Instagram à un traducteur. Et ils nous montrent leur quotidien en tant que traducteur. C'était assez varié, changeant. Nous avons vu Maria Postedam des Pays-Bas, qui était notre invitée la semaine dernière, en septembre. Johannes Sandberg-Magin de Suède, qui a eu des discussions très intenses sur les langues minoritaires. Menaholm du Danemark, traducteur du japonais. Lux Evans de Serbie également. Si vous êtes curieux, que vous vous demandez ce que c'est et qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne d'un traducteur, eh bien, regardez et suivez Week in Translation. Et ben voilà, j'ai fini. Merci. We're not done with our mini. Mais notre panel se poursuit. You have your own presentation. Yes. Can you start with that? And then I go for a question if you have. Alors, présentation suivante. Gabriela Stöckli. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à regarder ces différents canaux de communication et posts via le CEATL. C'est du travail excellent qui a été réalisé, du travail bénévole et volontaire, tous ensemble pour défendre les intérêts des traducteurs. Donc tous ceux qui sont ici et qui représentent le CATL, je tiens à réitérer mes remerciements en disant que c'est de l'excellent travail. Certains d'entre vous connaissent peut-être les différents programmes de formation et de résidence de notre collège de traduction Lorraine. Et nous fournissons également des conseils et des aides dans le domaine de la traduction. L'année prochaine, nous fêterons notre 20e anniversaire et nous nous étions demandé que faire pour marquer l'occasion. Et nous avions pensé que ce n'était pas simplement l'occasion de se célébrer soi-même, mais de travailler pour un projet de visibilité. Et je suis fière et heureuse d'annoncer que pour cela, nous allons collaborer avec le CATL. Et je suis heureuse d'être ici, car cela me permet de lancer l'invitation à tous de vous joindre à vous. Alors, je vous expliquerai ensuite comment faire. Nous avions fait un travail d'observation. Nous avons lu ce rapport traducteur en couverture. Même si la visibilité des traducteurs auprès du public s'est améliorée ces 10-15 dernières années, toutefois, cela ne signifie pas que le traducteur jouisse d'une meilleure position au sein de l'industrie du livre. Et donc, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs souhaités.
Et c'est effectivement ce rocher de Sisyphe que nous devons sempiternellement porter jusqu'au sommet. Et que serait-il advenu si nous n'avions pas engagé nos travaux d'ailleurs? Donc nous devons continuer, persévérer. Et à Lorraine, nous avons décidé que nous allions relancer une campagne qui avait été lancée en 2021 par Jennifer Croft avec une pétition soumise à signature, donc des pétitions d'auteurs qui exigeaient que les traducteurs soient également en bonne place sur les couvertures. Donc une campagne lancée via les médias sociaux, mais également via les médias avec ce titre « Citer le traducteur ». Donc voilà la grande revendication, notre principale revendication. Il y en a d'autres, mais ça c'est la revendication principale. Et nous voudrions faire de cela une initiative en réseau pour renforcer notre propre réseau et tisser des liens avec les réseaux du monde entier pour mieux défendre et protéger les intérêts des traducteurs littéraires, leurs droits. J'ai quelques diapositives qui pourraient faire office de prototype. Alors, ce sont 4 diapositives. Bon, c'est encore en chantier, disons. Nous ne savons pas quel sera le résultat final de toutes ces esquisses, de toutes ces ébauches. Simplement pour vous donner une petite idée, donc rendre le traducteur et son travail plus visible. Une petite interpellation, une campagne via les médias sociaux qui inviterait ceux qui le souhaitent de faire part de leur expérience, de la partager. Diapositive suivante. Pour l'instant, je saisis l'occasion d'avoir le microphone ouvert et de pouvoir m'exprimer pour vous inviter à faire part de votre expérience, de votre histoire. Est-ce que vous avez eu déjà votre nom cité en couverture ou non, ou pas? Donc, ce 20e anniversaire, ce n'est pas simplement pour montrer du doigt de mauvaises pratiques, mais également pour mettre en avant les belles histoires, justement pour donner plus de force à notre revendication. Donc, si en tant qu'institution, en tant que traducteur, en tant qu'association ou autre, vous avez une expérience à partager avec nous, faites-le, entrez en contact avec nous, écrivez-nous. Vous pouvez nous contacter à notre adresse info@lorraine.net ou vous pouvez contacter notre collègue chargée de la communication, Janine Messali, @lorraine.net, qui traitera personnellement vos histoires, celles que vous voudrez bien nous narrer. Et c'est une invitation qui s'adresse à vous tous de participer d'une manière ou d'une autre. Grazie. Exactly. Now we open the panel to... Et maintenant, un autre groupe d'experts, Lucy Campos de Villagilet à Lyon. Villagilet, Lucy Campos, directrice de Villagilet.
Hello and good evening. Bonjour. Dernière table ronde de la journée. Je m'appelle Lucie Campos, je suis directrice de la Villa Gilet à Lyon, Centre international d'écrivains. Et pourquoi m'a-t-on invité à présider cette table ronde? C'est parce que nous avons organisé 2 festivals internationaux et nous avons passé beaucoup de temps expliquant au public que l'écriture et que la traduction, c'est merveilleux et que les traducteurs sont d'excellents écrivains, même s'ils ne lit jamais leur nom, s'ils restent dans l'ombre et qu'on ne les connaît pas. Et donc, nous avons dit également préalablement lors d'un festival en Angleterre en anglais la même chose que la traduction, c'est de l'œuvre littéraire. Donc, qu'est-ce qui advient de la traduction? Dès lors que vous avez été financé et que toute la chaîne de valeur fait tout ce qu'elle peut faire pour promouvoir la traduction littéraire. Alors, à mes côtés, il y a justement tous les représentants de cette chaîne de valeur, les éditeurs, les libraires, les festivals et les foires internationales, de Belgrade à Francfort, Timisoara, Portugal, Bologne, Danemark, le Norvège, donc toute l'Europe. Alors, je vais essayer de vous guider au travers de ce débat en éclairant celui-ci avec l'apport de ces différentes personnes. Tout d'abord, promouvoir la traduction, c'est une gageure qui nécessite beaucoup d'énergie. Nous nous impliquons corps et âme, et chaque segment de cette chaîne de valeur. Comment conçoit-il son rôle dans la promotion de la traduction littéraire? Bien sûr, nous aimons tous la littérature et les écrivains, mais les traducteurs. Ensuite, concrètement, quelles sont les initiatives qui peuvent être mises en œuvre dans ces différents segments pour susciter la curiosité des lecteurs, pour aider les lecteurs à avoir une sensibilité à l'égard de la traduction. Il y a 10 ans, il y a une campagne qui avait été lancée sur Instagram avec le titre « Lire, c'est sexy ». Et on pourrait reprendre ce titre et dire « Traduire de la littérature, c'est tout autant sexy ». Donc voilà ma présentation, je reviendrai aux questions. Alors, je vais commencer avec 2 segments spécifiques de la chaîne de valeur de présentation, l'édition et la librairie. Je vais tout d'abord donner la parole à Maria Alfonso, qui est de l'autre côté, à ma droite, pour tout ce qui a trait à l'édition, coordinatrice éditoriale dans une maison indépendante, Antigona, établie à Lisbonne, depuis 25 ans. Et nous l'avons entendu dans l'atelier, il s'agit de porter des voix et des écrivains pour l'heure encore inconnus au Portugal, de les porter au public et aux lecteurs de ce pays. Merci, merci le CACL, Corinne Rigaud et les autres d'avoir organisé cette magnifique table ronde. Comment susciter l'intérêt des lecteurs à l'égard des traducteurs littéraires? Est-ce possible ou mission impossible? Voilà, c'est ce qui va m'occuper ces 5 minutes à venir. Diapositive suivante. Il est très important d'avoir des bases solides pour tout. Et chez nous, chez Antigona, nous avons de bases solides. Alors, j'essaie de faire un nuage de mots, un brainstorming, pour vous montrer qui nous sommes au centre
une amourette avec l'histoire d'amour avec les livres rebelles depuis 1979. Nous sommes un éditeur indépendant fondé à Lisbonne en 1979. Le fondateur, Gaillard, un jeune de 80 ans, nous avons un catalogue très fourni. Et nous travaillons avec les meilleurs traducteurs littéraires lusophones au Portugal. Antigona, donc si vous avez tout lu, nos auteurs publiés, une identité claire, quelques éléments saillants de notre catalogue. Vous voyez des auteurs connus. Diapositive suivante. Voilà les œuvres que nous avons publiées. Il y en a 10 là, mais c'est à titre d'exemple. Et vous pouvez voir un peu le design des couvertures, les auteurs. Ça donne un petit aperçu de tout le florilège que nous pouvons présenter. Diapositive suivante. C'est nous, notre équipe éditoriale. Le fondateur, Pedro, Luis, Jean, Esther, Lourdes. C'est dans un petit patio. Chaque année, nous organisons là une petite foire du livre. Alors, comment faire la promotion de la littérature traduite? C'est souvent une question qui nous turlupine et qui nous tenaille. C'est un défi parfois. Alors, il y a beaucoup de défis, effectivement, pour promouvoir la littérature traduite au Portugal. Et au Portugal, je pense d'ailleurs que ça vaut pour d'autres pays. Il y a un manque de diversité en termes de bibliothèques, manque de bibliodiversité. Et il y a une certaine aversion au risque, donc le marché très concentré qui se focalise sur les valeurs sûres et les best-sellers étrangers. Alors, comment avons-nous essayé de traiter cette question, d'y remédier? Nous avons constitué un catalogue de livres qui étaient pour nous des coups de cœur, des livres qui ne connaissent pas de frontières. Nous avons traduit depuis l'arabe, le tchèque, l'anglais, le français, l'allemand, le hongrois, l'italien, le polonais, le russe, l'espagnol et le suédois. Diapositive suivante. Et vous voyez que au Portugal, il y a de moins en moins de traducteurs expérimentés avec une réelle culture littéraire. Il y a peu de traducteurs qui maîtrisent les langues rares et il y a un manque de reconnaissance, de valorisation des traducteurs. Et il n'y a pas assez de sources de financement pour les traducteurs au Portugal et certains traducteurs sont obligés de demander des subventions ou des bourses auprès de ministères étrangers. Alors, ce que nous avons essayé de faire pour y remédier, tout d'abord, essayer de trouver les traducteurs idoines de langues rares avec des sessions de formation, d'apprentissage auprès de traducteurs expérimentés, plus de visibilité des traducteurs et également nous essayons de promouvoir cette visibilité et nous avons engagé une relation très sérieuse avec les traducteurs, car dans notre processus de travail, nous misons sur de bonnes conditions de paiement, sur un engagement à long terme et avec également de bons relecteurs. La visibilité des traducteurs depuis les années 80 s'est améliorée. Depuis les années 80, nous faisons paraître le nom des traducteurs sur la couverture du livre en début et à la fin. Et il y a un véritable dialogue tout au long de la chaîne de traduction avec le designer, avec l'auteur, avec le
le relecteur. Et en fait, il faut pouvoir contrôler son travail et tout ce contrôle doit se faire de manière collaborative, comme un dialogue. On ne travaille jamais seul. Le traducteur est un soliste, mais c'est un soliste dans un orchestre. Diapositive suivante. Comment avancer? Comment pouvons-nous promouvoir la littérature traduite? Il faut être unique. Ces bases solides que j'avais évoquées d'emblée, ces fondements sur lesquels nous nous basons pour promouvoir la bonne littérature grâce à une bonne traduction. Si on a un catalogue unique en son genre, si on établit un pacte de confiance avec le traducteur et avec le lecteur, tous finissent par avoir confiance. On finit par susciter une attente quant au livre qui suivra, parce que le lecteur sait que le catalogue est riche, est intéressant, donc il faut insister sur la qualité du catalogue. Diapositive suivante. Comment jeter les ponts? Comment susciter chez le lecteur l'envie de lire de la littérature traduite? Alors nous faisons ce que font tous les éditeurs. Nous sommes présents aux foires littéraires, aux foires de livres. Nous avons des soirées de présentation auprès de la presse, points de presse. Nous avons ici un stand à la foire de Lisbonne du livre. Nous avons également des dossiers de presse. Et lors de la pandémie, nous avons même monté une campagne pour aider les éditeurs, pour aider les libraires indépendants. Très intéressant également, puisque lors de la pandémie, tous les libraires ont dû fermer. Et nous avons à chaque fois essayé de braquer le projecteur sur un libraire indépendant chaque semaine pendant la pandémie. Et nous travaillons avec tous les acteurs de cette chaîne de valeur du livre. La presse, suscitant des attentes, bonne relation avec la presse spécialisée, le catalogue que nous élaborons, susciter l'enthousiasme des lecteurs, également des attentes, le bouche à oreille, plus de visibilité pour le traducteur et un peu de provocation pour pimenter le tout. Alors, ce que nous faisons, c'est un peu différent. Nous avons présenté une candidature à Europe Créative. Les germes du changement, les germes de la dissension. Et ce faisant, nous essayons d'atteindre de nouveaux lecteurs, un nouveau public. Voilà ces 5 livres que nous avons sélectionnés pour ce programme polonais, danois, allemand, espagnol et français pour les auteurs. Donc avec ce programme que nous avons présenté dans le cadre d'Europe Créative, nous essayons de toucher un nouveau public qui a eu tendance à tourner le dos à la littérature, des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, pour des raisons géographiques, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire et parce qu'ils n'ont pas eu le plaisir d'être en contact avec de la bonne littérature. Il y a des régions au Portugal où il n'y a pas une seule librairie, même pas un bureau, ni une bibliothèque. Donc nous y allons avec des
minibus, des bibliothèques mobiles. Et nous allons voir différentes associations locales pour qu'elles servent de courroie de transmission auprès des anciens, auprès des jeunes, auprès des écoles, théâtre communautaire, sessions de lecture, collage, etc. Donc ces livres traduits, ces histoires prennent vie. Et ainsi, ces lecteurs ou futurs lecteurs, parce qu'il y a dans ces sessions des personnes qui ne savent pas lire, mais qui peuvent écouter les audiolivres. Donc, ou qui peuvent écouter les histoires qui sont racontées. Ainsi, les livres ne sont pas des ovnis, ne sont pas des objets étranges, mais font partie du quotidien. Donc, ces graines de dissension, nous les plantons sur ces graines de rupture, nous les plantons sur ce terreau que nous essayons de rendre le plus fertile possible pour atteindre un public qui soit le plus important possible. Thank you, Maria. And so once these seeds are planted, the bookshops and pick up on them. So we move on to bookselling. Une fois que ces petites graines sont plantées, eh bien, il s'agit de vendre les livres. Et à cet égard, il y a un autre exemple venant de Roumanie, plus précisément de Timișoara. Et à tous, je parlerai en français. Je serai la côté francophone de la table, même si je viens de Roumanie. Vous m'entendez? Oui. Donc bonjour, merci à CEATL pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être la seule libraire parmi tant de traducteurs. On peut dire que je participe au Woodstock des traducteurs. Et donc, slide suivant. Comme ça? Oui, merci. Donc, je suis la cofondatrice de la librairie Aux Deux Hiboux de Timișoara, qui a été créée il y a 8 ans. J'ai créé cette librairie indépendante avec ma meilleure amie, Raluca Selejan. Donc, Timișoara, c'est dans l'ouest de la Roumanie, c'est la 4e ville de la Roumanie. Et l'année passée, Timișoara a été capitale européenne de la culture. Ce qui a fait de notre ville une ville plus animée. Donc notre librairie se trouve dans le centre-ville de Timișoara. On a 158 mètres carrés. Et depuis 2017, nous sommes membres associés de l'IABF, de la Fédération européenne internationale des libraires. Et aussi, depuis 2023, nous sommes membres de ILF, l'Association internationale des librairies francophones, car nous avons ouvert un coin du livre francophone. Je vais parler plus tard de ce coin du livre. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, notre librairie est généraliste, mais avec une inclination plutôt littéraire. On a voulu, depuis le début, de se concentrer sur ce qu'on appelle en anglais literary fiction, sur la littérature. Donc, nos rayons, en fait, sont littérature jeunesse. On a un rayon une bibliothèque du roman de l'Europe centrale, le rayon de littérature roumaine, essai, littérature étrangère, poésie, théâtre, mémoire, biographie, philosophie, donc sciences humaines et sociales et art. Et nous vendons aussi des livres en anglais et en français. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc ici, vous pouvez voir que, en fait, la littérature étrangère, la littérature traduite est au cœur de notre librairie parce qu'en fait, le plus grand rayon de notre librairie, c'est la littérature étrangère. Et on est très attentif quand on choisit notre offre, ça on fait depuis 8 ans ça, parce que, comme vous le savez, on publie trop aujourd'hui et du coup, pour nous, la sélection est très importante, ça doit être aussi personnel, parce que on croit beaucoup que
nous ne devons pas vendre ce qui se vend, mais on doit vendre ce qu'on aime. C'est ça qu'on arrive au public si on vend ce qu'on aime. C'est notre première condition. Et du coup, ici, dans la librairie, on a le rayon de littérature étrangère. En fait, il est rangé par collection, par maison d'édition. Et nous travaillons avec plus de 100 maisons d'édition roumaines et nous essayons de rester en contact avec les éditeurs, les traducteurs et les écrivains aussi pour savoir pour faire la sélection de notre offre. Et je trouve que c'est très important de rester en contact en première place avec les éditeurs et les traducteurs parce que je viens de lire et je trouvais dans une librairie à Paris ce petit livre de Milan Kundera. Et c'est en fait son texte qu'il a écrit en 85. C'est un dictionnaire en fait des mots. Comme vous savez, Kundera, lui, il a revu ses traductions, toutes ses traductions et il était très exigeant avec ça, et il dit, et je veux le citer, parce que hier on a vu Georgi Gospodinov avec toutes ses traductrices, et je me suis souvenu de ce texte. On me dira la traduction est comme la femme, ou bien belle ou bien fidèle. Oh non, car la traduction est belle seulement si elle est fidèle. C'est la passion de la fidélité qui fait une authentique traduction. Et nous aussi, on essaye de rester fidèles à nos livres préférés et aux meilleurs traducteurs. Slide suivant. Bon, ici, vous pouvez voir, on a aussi deux rayons. L'année passée, nous avons ouvert un coin du livre francophone. Nous vendons des livres en français. En fait, c'est un projet qu'on a fait avec la librairie indépendante Kiralina, qui est la librairie française de Bucarest. On a obtenu un soutien du Centre national du livre et on a commencé le coin du livre francophone avec plus de 1000 titres en français. Et aussi, on a une petite section de livres en anglais, mais ce que je veux dire, qu'on essaye de faire la promotion de l'autre côté, pas seulement de vendre la littérature étrangère traduite en roumain, mais c'est important pour nous aussi d'avoir la littérature roumaine traduite en autre langue. C'est pour ça que dans nos rayons de livres francophones et anglais, on essaye d'apporter et de vendre les livres des écrivains roumains traduits en français ou en anglais. Slide suivant, s'il vous plaît. Ici, c'est en fait comment on fait, nous, la promotion de la littérature étrangère. Et ici, c'est un exemple, c'est notre collection Coupe de cœur littérature étrangère qui a été lancée il y a 4 ans. La collection s'appelle Anansi World Fiction et elle est coordonnée par Bogdan Alexandru Stănescu, qui lui aussi il est écrivain et traducteur, pas seulement éditeur. Et du coup, nous avons pu accompagner cette collection de littérature étrangère dès le début. Ici, c'est l'affiche avec les 6 premiers titres de la collection. Et ici, on a fait en fait un lieu spécial pour les livres de cette collection à l'entrée de notre librairie. Et on a essayé de faire des clips vidéo, de différents événements liés à chaque titre. Et c'était pour nous un plaisir de pouvoir accompagner une collection de littérature étrangère depuis le début. Next slide, please. Ici, c'est en fait un exemple que dans cette collection de littérature étrangère, ils mettent le nom des traducteurs sur la couverture. Slide suivant. Ici, ce sont des exemples qu'on a fait avec des écrivains étrangers qu'on a invités à la librairie pour nos 2 ans. Quand nous avons fêté nos 2 ans, on a invité l'écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson. Puis dans la pandémie, on a eu une rencontre sur Zoom avec Daniel Mendelssohn. Puis dans notre librairie, c'est Hervé Letellier avec José-Luis Peixoto et Andras Forgac. Oui, slide suivant, s'il vous plaît. Et ici, c'est un autre type d'exemple d'événement qu'on fait. En fait, sur les traductions nouvelles,
on a fait un grand événement l'année passée sur la nouvelle traduction d'Ulysse de James Joyce et aussi il y a 3 ans, il y avait une nouvelle traduction de Paul Celan et on a invité les traducteurs pour qu'ils expliquent et qu'ils parlent de ces nouvelles traductions. Slide suivant, s'il vous plaît. Et dans la pandémie, nous avons créé une résidence littéraire aussi pour les écrivains, pas seulement pour les écrivains roumains, mais aussi pour les écrivains étrangers. Et c'était une résidence qu'on a fait en partenariat avec UPL. En fait, chaque année, on invite aussi un écrivain lauréat du prix de l'Union européenne. De la littérature, oui, et on invite à Timișoara pour un mois pour qu'ils écrivent. C'est pas une condition qu'ils soient traduits, comme ça on peut peut-être on peut lui trouver un traducteur et une maison d'édition. Slide suivant, s'il vous plaît. Et à la fin, ce qu'on a fait il y a 2 ans, en fait, je vous présente un livre très spécial pour Timișoara qui s'appelle Le Dictionnaire du roman de l'Europe centrale, qui est une œuvre de recherche coordonnée par Adriana Babets, qui est professeure de littérature comparée à l'Université de Timișoara. C'est un travail de recherche qui a duré plus de 30 ans avec une équipe de chercheurs de Roumanie, de la France, de Pologne, de l'Hongrie, de la République tchèque. En fait, c'est un dictionnaire qui contient des fiches sur 256 romans de la littérature de l'Europe centrale du XXe siècle. Et on a créé une bibliothèque spéciale du roman de l'Europe centrale parce qu'on a voulu promouvoir la littérature de cet espace-là, parce que pas tous les romans qui sont en fait le problème, comme dans tous les petits pays, c'est qu'on ne connaît pas nos voisins. On traduit beaucoup de l'anglais, mais c'est aussi intéressant pour le public de voir aussi la littérature de pays voisins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Una. Et c'est un exercice difficile, on doit tenir le temps. Renvoyer la balle entre... sorry. Je peux continuer en français? Je voudrais quand même renvoyer la question de l'édition à la librairie. On nous a parlé de cultiver des nouveaux lecteurs, développer des nouveaux lectorats. Quels sont les lecteurs de vos livres en traduction? Qui achète les livres en traduction et à qui essayez-vous de parler en organisant ces événements et cette promotion? Je peux dire que les acheteurs, c'est la communauté qu'on a créée pendant 8 ans, en fait, dans notre librairie, parce que nous, on a essayé pas seulement d'être un lieu de vente, mais aussi une communauté culturelle. Et du coup, beaucoup de nos clients sont devenus nos amis. Et du coup, même, on a vu ça même dans la pandémie, les gens achètent ce que nous recommandons. Donc, si on recommande de la littérature étrangère, notre public qui est fidèle, ils achètent ça. Donc, on tient beaucoup à nos recommandations et à la relation personnelle avec nos clients. Merci beaucoup. Donc, on retrouve quelque chose de cette base solide dont on parlait tout à l'heure pour l'édition. Si on a le temps, on y revient, mais je passe à la suite de la chaîne du livre. So I'm moving on. Donc les 2 présentations qui vont venir parlent des bibliothèques et des prix de littérature d'une part et des festivals des livres d'autre part. Donc j'invite Ina Engelhardt de nous parler de son travail dans la région Meuse-Rhin qui se trouve entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne et les différents projets de cette région trilingue. Eh bien, merci. Si cela vous convient, je vais poursuivre en allemand. Eh bien, mon sujet vient très bien à la suite car ma prédécesseur Anna Dobozine nous disait qu'on ne connaissait pas les livres des pays voisins. Et bien justement là, nous, dans notre
projets littéraires de leur région Meuse-Rhin, donc Allemagne, Pays-Bas, Belgique. C'est notre cœur de métier. Nous sommes une toute petite association, 2 personnes et demie exactement. Donc merci beaucoup de votre invitation et merci de pouvoir donner la parole à de si petites structures. Nous avons des projets littéraires en 3 langues, allemand, français et néerlandais. Et sans les traducteurs, rien ne fonctionnerait. Et les traducteurs sont bien impliqués de manière très diverse, j'y reviendrai. J'ai amené une question aussi pour tout le monde. La question est donc comment est-ce que l'on implique les traducteurs et qu'on les amène vers le public? Alors je me pose la question vers vous. Comment est-ce que vous avez été, vous êtes rencontré en tant que traducteur littéraire sur place, qui était peut-être à 18 ans déjà traducteur littéraire? Donc à 18 ans, vous avez traduit votre premier livre, bon, jusqu'à la vingtaine à peu près? Au-delà de la vingtaine? Ouais, bon. 40? Et plus? Ah oui, on voit plutôt tardif alors. J'y reviendrai. La question était surtout de savoir comment rendre curieux sur la littérature traduite et sur les traducteurs. Ma réponse en tant qu'organisatrice, eh bien, c'est les rencontrer les traducteurs. Et ça a lieu en plusieurs étapes. Tout d'abord, c'est de penser à inviter les personnes, les traducteurs. Ensuite, de dire simplement, voilà, là c'est l'auteur qui est invité, et au fait, il y a le traducteur. Mais bon, de nommer le nom du traducteur, mais aussi de présenter la personne avec une image et de la présenter en quelques mots. C'est ce que nous avons fait sur notre site internet. Donc nous invitons les auteurs, présentés avec une brève biographie, et nous présentons les traducteurs avec une biographie également et une photo. Donc les traducteurs ont une carte blanche sur la manière dont ils se présentent et cela reste sur notre site internet. C'est peut-être un petit clin d'œil à Sisyphe que nous avions tout à l'heure. On reçoit des emails de personnes qui nous disent « Ah oui, j'ai vu, il y a 5 ans, vous aviez invité ce traducteur, nous aimerions bien le contacter et nous ne trouvons pas ses coordonnées. » Donc bon, ça c'est un autre thème, le site web, etc. Mais bon, c'est sûr que là, il faut un travail à temps plein pour le faire. Mais nous essayons vraiment de faire en sorte que les traducteurs soient bien présentés, les inviter, les présenter à l'oral, leur donner la parole avec des photos, et puis s'adapter aussi. Pas de dire, oui, au fait, il y a le traducteur qui est présent, mais dire, bon, vous le savez, vous êtes très nombreux en tant que traducteurs ici dans la salle, vous savez que les personnalités sont variées, les biographies sont complètement différentes, varient d'une personne à l'autre. Et donc la personnalité et le parcours de ce traducteur, c'est important de le mentionner, de s'adapter aussi à cette personne. L'année dernière, à Lüttich, nous avions invité Katharina Pollinger, une écrivaine avec sa traductrice Corinna Gebner vers le français, qui publie également, qui édite. Et nous l'avons bien sûr inclus dans l'organisation et l'événement. Voilà notre rôle en tant qu'organisateur. Mais bon, nous, en tant qu'association, nous n'avons pas vraiment notre mot à dire pour l'organisation. Nous travaillons beaucoup avec des librairies et la responsabilité est donc de sensibiliser nos partenaires. Ce que font les traducteurs, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne font pas aussi, parce que le libraire dit « Ah bah oui, le traducteur vient, bah il peut faire aussi l'interprétation. » Vous le savez sûrement, il s'agit là de 2 métiers complètement différents. Et parfois, vous avez ce mouton à 5 pattes chez les interprètes qui veulent, chez les traducteurs qui veulent jouer à l'interprète. Pas de problème, mais il faut bien savoir qui se trouve en face de nous et s'adapter en conséquence. Parfois, ça m'a un peu surpris, les réactions. Bon, il y avait une autrice néerlandaise qui était là avec sa traductrice francophone. Et je me suis dit, oui, bon, elles peuvent discuter ensemble. La traductrice va parler néerlandais. Eh bien, non.
Elle a dit, je refuse de parler cette langue parce que son outil le plus important, c'est la langue française, c'est sa langue française et elle ne veut pas elle veut pas entre guillemets la souiller, c'est pas le terme exact, mais c'est un peu ce qu'elle voulait dire. Elle a dit bon, toi tu parles les deux langues, donc bon la traduction c'est pareil. Et non, je pense qu'il faut s'adapter à chaque personne. D'ailleurs, hier, j'ai trouvé ça merveilleux de voir à l'événement de la soirée que tous les traducteurs ont pu vraiment parler bulgare et que ce soit si fluide. C'était merveilleux. Alors, cette organisation avec les traducteurs, avec les écrivains, eh bien, ça a lieu souvent dans des bibliothèques, dans des librairies et chez un public qui s'intéresse déjà à cela. Donc la question était de savoir comment est-ce qu'on attire un autre public, notamment sur le fait que la traduction est un travail passionnant et varié. Et alors ma question de tout à l'heure, quand est-ce que vous avez commencé la traduction littéraire? Eh bien, moi je trouverais que cela devrait commencer bien plus tôt et peut-être les rencontres avec les traducteurs littéraires commencer bien plus tôt, dès le jardin d'enfants. Mais bon, là c'est un travail titanesque. Inclure les traducteurs dans les écoles, le thème est déjà tombé, on le fait dans le cadre d'un projet. C'est le premier projet de notre association, c'est le prix littérature Aurelio pour les écoliers. Et cela ressemble au prix Goncourt des lycéens. L'idée est simple, les jeunes doivent rencontrer des auteurs, des traducteurs également, et sélectionner, selon eux, le meilleur écrivain, le meilleur auteur. Tous les ans, on en invite 6, 2 francophones, 2 néerlandophones et 2 germanophones. Et environ 300 élèves lisent leurs ouvrages, des élèves de 16 à 18 ans, et ils rencontrent les auteurs et les traducteurs. Et en fait, ce prix littéraire est décerné uniquement aux traducteurs parce qu'on sélectionne le livre lauréat. Pardon, je me reprends, pas pour le traducteur, pour l'auteur. Mais ce n'est... Bon, l'auteur reçoit le prix, mais les traducteurs, les 2 autres traducteurs reçoivent également un prix pour marquer leur reconnaissance pour leur travail. Car sans eux, rien ne serait possible. Et puis, on implique également les traducteurs dans les ateliers qui sont donnés dans les écoles et les universités. Et alors, comment susciter l'intérêt? Eh bien, je pense que c'est vraiment en créant ces rencontres dans les écoles pour que certains puissent dire « Ah, mais ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Oh, ça m'intéresse. » Maria disait soit unique et puis les lecteurs vont suivre. Bon, chez nous, ça fonctionne pas si bien que ça. Nous avions organisé un événement avec une autrice et une traductrice dans un lieu un peu à la campagne. On s'est dit, bon, l'autrice a dû annuler. On s'est dit, on va y aller qu'avec la traductrice. Et bon, bah, malheureusement, bah, il n'y avait personne. Personne n'est venu. C'était très malheureux. C'est pourquoi, la traductrice n'a pas été vraiment affectée. Elle a dit, bon, l'autrice, elle était jeune et belle, moi je suis presque à la retraite, j'intéresse donc personne. Mais en fin de compte, le fait d'être unique, bah, ça fonctionne pas trop encore. Hein. Peut-être un format solo, il faudrait peut-être l'intégrer dans des événements déjà établis. Dans une librairie partenaire aux Pays-Bas, ils organisent une sorte de café gourmand qui invite aussi des auteurs et des personnes. Il y a environ 50 personnes qui se retrouvent. Donc, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, là, par exemple, inviter un traducteur de manière individuelle? Ça sera peut-être faisable. Alors voilà, on se demandait quelles sont les visions d'avenir, ou eh bien ça serait peut-être un objectif de présenter les traducteurs de manière individuelle, sans les auteurs,
pour vraiment renforcer le travail grandiose des traducteurs. Eh bien, merci beaucoup. Tu pouvais parler encore plus vite, toi, hein? Merci beaucoup. Nous venons parler de la prise de risque en traduction et trouver un public et réinventer des formats. Mais c'est une très belle introduction au point de vue du directeur du festival, Vladimir Arsenievitch. Bienvenue en tant qu'écrivain, mais également manager projet, directeur artistique. Vous avez de l'expérience et vous êtes aussi le directeur de Crocodile, qui est basé à Belgrade, un festival littéraire qui a lieu dans beaucoup d'endroits. Eh bien, merci beaucoup. Je suis un peu perdue ici. Je voudrais être un peu mécontent du sujet, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'activités différentes. Et le problème de la visibilité du traducteur, eh bien, semble que nous n'avons jamais d'antagoniste. Nous sommes toujours d'accord, en fait, les uns avec les autres. Et on ne parle pas de différents points de vue. Là, on présente différentes stratégies de ce qui pourrait être fait afin d'améliorer l'état du traducteur. Et après, on rentre chez nous, et puis le problème, ça reste le même. Donc, il y a un problème dans un problème. Et il faut trouver ce que c'est. Je m'appelle Vladimir Arsenievitch, comme vous venez de l'entendre. Je suis écrivain tout d'abord. Mais bon, il faut gagner sa vie. Alors, je suis président et directeur artistique de l'association Crocodile à Belgrade. L'association Crocodile, qui développe le festival Crocodile et Crocodile, en serbe est une abréviation. Bon, je dirais pas en serbe, mais cela veut dire en anglais. Donc méthodologie, rassemblée, et je le répète donc en serbe. The best abbreviation ever. C'est la meilleure abréviation du monde. Ago, and then even 16 years on. Cela fait 16 ans que nous existons et il nous faut une définition de base de ce que nous sommes. Nous avons commencé avec un événement régional. Nous voulions faire quelque chose de politique. Cela avait trait au fait que dans les années 90, quand la Yougoslavie a implosé, nous avons créé les nouveaux pays et nous voulions avoir un nouveau langage pour connecter. Nous nous sommes développés en tant que festival, nous sommes devenus très populaires, il y avait beaucoup de monde qui participait, plus de 1000 personnes par soir. Et donc ça, c'est bien différent d'événements littéraires. On nous disait, ah bah oui, dis donc, il y a beaucoup de monde. On nous disait, oui, 50 personnes. Ah bah nous, c'était plus de 1000 personnes, donc ça fait vraiment une grande différence. Donc c'est très très puissant. Et donc nous sommes devenus d'un événement régional à un événement demi-régional, demi-international. Et donc c'est là que la question de la traduction est venue chez nous. Ce que nous faisons lors de notre festival, alors nous parlons avec des personnes qui parlent différentes langues, nous parlons en anglais, en partant du principe que ces personnes parlent l'anglais. Mais bon, il y avait aussi la langue originale de l'auteur, avec des sous-titres projetés sur l'écran vidéo. Donc les premières diapos avec sous-titres, le nom du texte qui allait être lu, avec le nom du traducteur, toujours. Parfois, on invitait le traducteur sur scène.
nous avions parfois le privilège d'avoir un traducteur qui traduisait différentes œuvres ou d'un auteur qui avait une certaine voix dans cette langue. Mais nous ne sommes pas seulement un festival littéraire, nous sommes développés dans différentes directions au cours de ces 16 dernières années. Et maintenant, nous avons des activités littéraires, culturelles et aussi des activités socio-politiques, socio-culturelles, humanitaires, avec des circonstances politiques, et nous devons nous battre sur différents fronts. Nous avons un programme de résidence pour les créateurs littéraires depuis 2012. Et je souligne ce point de créateurs littéraires. Nous avons décidé ensuite que cela ne couvre pas toutes les personnes que nous souhaiterions inviter pour notre programme de résidence. Là encore, c'est un problème qui doit être abordé ici. La manière dont nous voyons les traducteurs, comment nous parlons des traducteurs. La plupart des personnes semblent les voir comme des personnes qui facilitent quelque chose, qui traduisent d'une langue à une autre, qui nous permettent de lire. Mais c'est pas seulement ça qu'ils font, les traducteurs, nous le savons. 3 traducteurs différents à qui l'on donne le même texte fourniront 3 produits différents. Et donc, dans ce sens, nous devrions et nous devons voir les traducteurs, ou vous voir, comme des co-créateurs littéraires, car c'est ce que font les traducteurs littéraires en réalité. Donc c'est pour ça que nous avons créé ce terme de créateur littéraire et nous l'avons rendu plus inclusif. Enfin, cela n'inclut pas seulement les traducteurs, mais aussi les éditeurs littéraires, les poètes de slam. Ils s'expriment aussi de manière littéraire. Cela s'est avéré être crucial en février 2022, lorsque l'agression russe contre l'Ukraine a été lancée. Il y a eu une flopée d'Ukrainiens qui ont voulu participer à ces projets. Nous n'avions pas assez d'écrivains pour couvrir toutes les demandes. Et donc, les éditeurs et toutes les personnes essentielles pour maintenir la littérature en vie étaient dans l'ombre, et nous avons décidé d'inviter des traducteurs et différentes personnes dans nos programmes de résidence. Et c'était une expérience, une opportunité merveilleuse de nous ouvrir ou d'ouvrir ces programmes de résidence aux créateurs littéraires. Qui étaient mis en danger, notamment ceux qui venaient d'Ukraine, qui étaient donc en exil. Donc cet événement est merveilleux et je souhaite aussi souligner le travail fabuleux fait ici. Mais j'ai encore besoin de quelques minutes. 2 minutes, bon d'accord, 2 minutes. Désolée si je suis un peu long, mais il faut que je vous dise encore quelque chose. Nous vivons en Europe, non? Et oui, nous sommes répartis dans les différents États, séparés par des langues. Donc nous avons ces petits marchés de livres. Nous ne pouvons pas communiquer avec les autres écrivains. Et donc c'est difficile de gagner sa vie avec ces, pour ainsi dire, industries. Donc il y a des petits éditeurs, des petits libraires, il y a des traducteurs qui travaillent dans ce type d'environnement. Donc souvent le problème semble être purement économique. L'éditeur va faire son maximum pour maintenir le prix du livre aussi bas que possible. Donc l'éditeur paye le traducteur une certaine somme d'argent.
Et s'il payait ce traducteur la somme que ce traducteur mérite, alors ce livre serait inatteignable pour la majorité des lecteurs. Ce serait seulement abordable pour les riches dans la société. Voilà, merci, j'en ai terminé. Thank you very much. Merci. Donc, nous sommes passés du format à la question du contexte. Merci Vladimir pour cet éclairage, pour dire que la scène littéraire est une scène politique et que notre scène internationale, de manière générale, est importante. Donc, vous étiez un peu chagrin, mais également satisfait. Donc, votre public, c'est qui? Pas de microphone. Il faut former le public et ménager des espaces pour pouvoir débattre de différentes choses. Alors, ceux qui viennent à notre festival, surtout pour le contenu, parce qu'ils pensent qu'il est à leur mesure. Je ne pense pas que nous nous fourvoyons, nous vivons dans un contexte assez difficile en Serbie, donc il faut avoir conscience que ce public qui partage ces idées, eh bien, c'est un groupe minoritaire dans notre pays, d'où l'importance d'avoir cette plateforme qui permet d'échanger les idées et de faire prendre la conscience à ces personnes qu'il y a d'autres gens qui partagent leurs valeurs. Donc, réfléchissez à vos questions. Avant, nous avons, car nous arriverons au débat, mais nous avons Jürgen Boss, qui est le directeur de la Frankfurter Buchmesse, de la foire du livre de Francfort, qui se tiendra de manière imminente, mais qui œuvre également pour aider les traducteurs. Ensuite, Elena Pauli, qui évoquera la foire du livre de Bologne dédiée aux très jeunes lecteurs. Donc, deux exemples de foires aux livres qui sont des foires internationales qui travaillent pour les traducteurs et que ça va au-delà de la simple vente des royalties et des droits. Jürgen Boss. Bon, c'est un sujet qui pourrait m'occuper des heures. Elena et moi-même, nous sommes presque aphones, donc cela semble être une maladie typique des directeurs de foire au livre, foire du livre. Mais ce n'est pas contagieux. Alors, cette foire de Francfort remonte au XVe siècle, remonte à l'histoire de l'imprimerie, mais également l'histoire, par la voie de conséquence, l'histoire de la traduction, puisqu'il y a la traduction de la Bible par Luther. Donc, autre point intéressant, toute cette histoire a commencé à Mayence avec Gutenberg, mais la foire du livre a dû quitter Mayence pour Francfort parce qu'il y avait censure à Mayence à l'époque. Et à Francfort, en revanche, puisque c'était une ville libre de l'Empire germanique, eh bien, c'était une ville avec une grande liberté de pensée, une grande liberté pour ce qui est
de l'écrit. Donc, nous sommes à cet égard également les ambassadeurs de la diversité. Storytelling. And Et notre objectif, c'est la visibilité pour les éditeurs, pour les traducteurs, pour les écrivains, pour tous les maillons de cette chaîne de valeur. Et Francfort serait impensable sans le rôle des traducteurs. Nous avons quelques diapositives. so I'm not going to speak about what you're seeing here. It's just in the background a bit so we can keep it. Tout cela, c'est un peu en toile de fond. Je ne vais pas décrire les diapositives. Alors, pour revenir à l'imprimerie et à Martin Luther, cela a entraîné une démocratisation du contenu. En fait, la propagation des idées enrichit la démocratie qui se nourrit également de cette démocratisation des travaux, des œuvres. Et vous y contribuez. C'est grâce aux traducteurs que les idées se propagent, que les débats se propagent, les controverses, etc. Et à Francfort, nous sommes engagés dans un partenariat public-privé avec le gouvernement pour soutenir l'édition dans le monde entier. Le secteur de l'édition inclut également l'étape de la traduction. Nous avons des programmes de formation des jeunes traducteurs. Vous voyez quelques visages peut-être connus. Des amis de République tchèque. Nous avons beaucoup de partenaires et nous avons un objectif commun. Que me reste-t-il à dire? Nous avons le centre des mots, donc centre de formation des traducteurs. C'est le programme pour cette année. Et notre application est celle-ci, qui est disponible sur l'App Store. Donc, vous en avez la primeur. Pour l'instant, c'est inofficiel, il n'est pas encore lancé. Et vous pourrez donc voir la programmation de cette année. Et cette organisation, celle-ci que vous voyez à la diapositive LitPom, est très importante et elle me tient à cœur. C'est la seule organisation qui permet de traduire des œuvres de langue africaine ou d'autres langues rares vers l'allemand, car souvent c'est dans l'autre sens que cela se fait. On traduit de toutes ces langues vers l'allemand. Alors maintenant, ça fait 40 ans que cette entreprise existe et nous essayons de continuer de survivre. Par exemple, le portugais n'a pas de traducteur pour certaines langues rares dont je ne me souviens plus, mais justement ce type de projet est important pour garantir la diversité et la pluralité de la littérature. Donc le manifeste de Ljubljana, celui qui est au milieu, Michal Koláč, fait la promotion de la capacité de lire un texte long. C'est tout aussi important que la traduction. La traduction, c'est un processus et nous avons besoin de dépoussiérer les classiques tous les 20-15 ans avec de nouvelles traductions. Mais s'il n'y a pas de lecteur capable de lire sur la durée, de lire des textes longs, l'écriture et la traduction deviennent vaines puisqu'elle n'a plus de public. Voilà. Tout cela pour vous féliciter du travail que vous réalisez. Thank you so much, Jürgen, and thank you. Merci Jürgen, merci.
pour toute la contribution de la foire de Francfort. Donc, sur la durée, quels ont été les changements, puisque vous dites que tout se complique? Je pense que vous parlez d'argent, de financement. Est-ce que vous pourriez un peu spécifier vos propos et nous expliquer ce vers quoi nous devrions tendre? Eh bien, vous avez déjà posé bon nombre de ces questions. L'intelligence artificielle, c'est un grand débat dans le monde du livre et on verra ce qu'il adviendra. Les jeunes adultes, eh bien, la littérature pour jeunes, c'est souvent un domaine pour lequel on utilise l'intelligence artificielle, hein, parce que ce sont des livres qui se prêtent à ce type de traduction. Il y a également le travail de lobbying à Francfort. Nous avons 5000 journalistes qui couvrent l'événement et nous avons besoin de faire du lobbying tous azimuts pour les traducteurs, pour les écrivains, pour les éditeurs. Sans financement, le secteur ne peut pas survivre. Donc, toutes les industries essayent de plaider leur cause auprès du gouvernement, mais nous avons besoin de faire pareil et nous avons besoin d'un support institutionnel. Ein anderer Grund, warum es uns Une autre raison, une autre de nos raisons d'être, c'est justement aussi la nécessité de plaider la cause de la narration, du fait de raconter des histoires. Il faut toujours nous réinventer. Bon, ça vaut pour Francfort, mais ça vaut également pour les autres villes. Alors, se réinventer, raconter l'histoire de la traduction et de la diversité. Alors, une dernière question avant que vous soyez totalement à faune. Vous parlez de votre collaboration avec les traducteurs d'autres langues, Amérique latine, monde arabe, langues africaines. Vous les voyez venir à Strasbourg. Alors, y a-t-il des changements en la matière? Est-ce que ça bouge? Question très intéressante. Car est-ce qu'il s'agit du contexte politique? Non, je précise ma question. Quel est le soutien que l'on accorde aux traducteurs et aux œuvres qui ne sont pas des œuvres de langue européenne? De quelle manière rendre tout cela plus visible lors de votre foire? Alors, nous avons notre centre des mots et nous avons également notre scène internationale pour l'Asie, par exemple, qui est nouvelle. Donc, d'abord, il y a les auteurs et ensuite, il y a les traducteurs. Et sur la première diapositive, cette bulle blanche dédiée à tous les débats controversés. Alors à Francfort, il y a les aspects économiques qui doivent être traités, il y a l'aspect culturel, littéraire, mais également tout ce qui a trait à la société, parce que ces livres, cette narration, le récit, c'est toujours quelqu'un face à la société. Comment survivre dans ce monde? C'est la grande question que nous devons nous poser. Les livres contribuent à trouver des réponses à ces questions. Et ces réponses sont parfois controversées. Before we open... Merci. Avant d'ouvrir le débat, dernière contribution, Elena Pazzoli. Donc, la foire du livre pour enfants de Bologne, c'est ouvert sur le monde, mais surtout sur la littérature dédiée aux enfants. En fait, c'est un pan qui a été moins évoqué aujourd'hui. Alors, quel est le rôle de la foire du livre pour enfants de Bologne, le rôle dans cette promotion de la traduction? Merci de m'avoir invité. Je remercie Francesca Novaila et Cecilia, non seulement pour l'invitation, mais également pour tout le soutien qu'ils m'ont offert et qu'ils offrent chaque année à cette foire de Bologne. Cela semble être très intéressant, en effet, lorsque l'on parle de littérature pour les jeunes, parce que les livres pour enfants
eh bien, c'est là que l'on trouve les germes des lecteurs en herbe, adultes. Tout commence dans l'enfance. Et pour la littérature enfantine, les traducteurs ont un rôle prépondérant parce que traduire des livres pour enfants, c'est parfois un peu plus difficile qu'il n'y paraît. J'ai aujourd'hui participé à un merveilleux atelier avec Simona Mandrini et je peux vous dire que les jeux de mots et tous ces traits de style, eh bien, sont importants pour la littérature des enfants. Lorsque vous évoquiez votre travail, j'ai pu ressentir à quel point tout cela est exigeant. En outre, je constate que les traducteurs de livres pour enfants sont des scouts, puisqu'ils vont à la recherche de nouveaux livres. Il y a une kyrielle d'histoire qui ont été découvertes par les traducteurs. Donc, l'histoire de la foire de Bologne, c'est d'abord les livres d'images. Et depuis quelques années, nous donnons la part belle aux traducteurs et nous essayons de mettre en place des initiatives, des programmes pour promouvoir la traduction, la transposition d'un livre d'une langue à l'autre, le voyage que ce livre entreprend d'une langue à l'autre. Alors peut-être que ça peut être une question rhétorique, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il s'agit de construire, de jeter des ponts entre les cultures. Ce n'est pas simplement un cliché. Et je pense que ces ponts entre les cultures, eh bien, le monde, plus que jamais, en a besoin. Alors, nous sommes une foire professionnelle exclusivement. Nous n'avons pas de journée consacrée au grand public. Et lors de ces journées, nous participons à différentes activités. IBI, par exemple, nous avons le congrès mondial à Trieste il y a quelques semaines qui s'est tenu. Nous promouvons les meilleures pratiques en matière de sensibilisation à la lecture et nous essayons de diffuser ces bonnes pratiques. Au-delà des limites de cette foire, nous essayons de diffuser ces bonnes pratiques dans le monde entier. Une initiative que je tiens à souligner, c'est une initiative qui a été lancée il y a 9 ans. Nous avons lancé avec la Fondazione Bellucci, la fondation qui décerne le prix Premio Strega, le principal prix littéraire italien. Et nous avons, dans le cadre de ce prix, introduit une catégorie jeunes enfants. À l'origine, ce prix était réservé aux écrivains italiens. Et j'ai dit, lorsque l'idée a germé de ce prix pour la littérature des jeunes, j'ai dit, certes, ce doit être un prix décerné pour un livre lu en italien, mais pas spécialement de la plume d'un auteur italien. Cela peut être un livre traduit d'une langue étrangère. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons à l'encontre de notre credo, de celui de la foire des livres de jeunes de Bologne, et ça a été décidé. Donc c'est un prix qui donne une enveloppe, bon, c'est pas mirobolant, mais avec un montant conséquent, et nous avons décidé de donner à part égale ce montant aux traducteurs.
Donc ceci, au même titre que les auteurs, sont célébrés lors d'une cérémonie. On leur remet un prix à ces traducteurs. Et cela en dit long quant à notre sensibilité à l'égard de ce groupe professionnel que sont les traducteurs. Et au sein de cette foire, nous menons bon nombre d'activités et je suis heureuse de dire que ces activités sont mises en lumière, sont sous les feux du projecteur lors de cette foire, mais elles sont mises en œuvre tout au long de l'année. Ça vaut pour la foire de Bologne, mais également pour toutes les foires du livre d'ailleurs. Alors nous sommes allés à des congrès sur la traduction automatique, par exemple. Bon, ceci surtout dans le sillage de la pandémie, parce que ces dernières années, beaucoup de choses ont changé. Et nous avons eu un public très nombreux qui est venu suivre ces conférences. Et dans le cadre de cette foire, nous avons également un centre pour les traducteurs, un café des traducteurs, qui est un endroit où on peut se rencontrer, débattre de différents sujets, de problèmes ayant trait à la traduction. Il y a également les bandes dessinées. Eh bien, il y a également la traduction de ces bandes dessinées qui monte en puissance. Et il y a différentes langues qui sont représentées. Et nous avons un prix pour les jeunes traducteurs italiens de langues diverses et variées, pas simplement des langues européennes. L'année prochaine, il y aura la Corée invitée comme pays invité. Nous avons également nous avons également tout un registre de jeunes et de traducteurs de livres pour jeunes dans lequel que peuvent consulter les éditeurs. Nous avons un site web avec un blog qui est animé régulièrement et avec également une partie dédiée à la traduction pour qu'on ne soit pas si lost in translation, perdu dans la traduction, avec des débats et des discussions sur des thèmes variés. Et le premier que nous avions lancé pendant la pandémie était consacré sur une œuvre de Roberto Piumini, donc des poèmes, des rimes écrites par cet écrivain italien. Donc, c'était en fait un petit antivirus constitué de mots. Le titre est-il « Y a-t-il quelque chose dans l'air ?» Et nous avons eu plus de 30 traductions pour cela. Is there something in the air? Et au fur et à mesure, sur cette petite page, il y a eu différentes traductions qui nous sont parvenues. Et cela nous a permis, pendant la période de pandémie, de rester connectés et de rester en contact les uns avec les autres. Et sur la base de cette expérience, l'année dernière, nous avons tenu une séance de lecture publique dès la Déclaration universelle des droits de l'homme sous l'égide et avec le partenariat de l'UNESCO, et nous avons organisé cela dans le cadre de notre foire de Bologne. Et nous avons fait la même chose. Nous voulons faire la même chose maintenant avec la Déclaration universelle des droits de l'enfance, avec des textes, mais également avec des vidéos qui sont publiées sur notre blog, dans notre magazine. Et nous avons déjà recueilli 20
traduction de différentes langues, pas simplement des langues européennes. Nous nous sommes ces dernières années beaucoup concentrés sur les langues africaines. Tout cela pour vous dire à quel point cette dimension est véritablement internationale. Donc un dernier point, Elena. Donc lorsque j'ai lu le titre de ce panel, je me suis dit, que faisons-nous professionnels pour améliorer la position et la visibilité du traducteur? Et je pense que notre grand rôle, c'est justement de construire des ponts. So we started 5 minutes late. Nous avions pris 5 minutes de retard. Nous avons encore 10 minutes pour recueillir des questions. Il est 6h moins 5. Nous allons poursuivre jusqu'à 6h05. Alors, nous avons évoqué différents endroits, différents projets. Ensuite, nous rentrerons chez nous et nous continuerons à travailler, à traduire. Et quelles sont les grandes questions maintenant que vous voudriez poser? If there are no questions, I will. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais en profiter, moi, et je vais reprendre ce fil de discussion autour des foires aux livres, cette diversité qu'il faut faire prospérer dans notre paysage littéraire. Vous parliez des langues africaines et d'autres langues qui sont incluses dans ces déclarations des droits de l'enfant en 20 langues. Donc, les libraires, ceux qui vendent les livres, tout le côté commercial, qu'en est-il? Est-ce que c'est difficile de vendre des livres qui ne sont pas issus de grandes langues? Il est parfois difficile de trouver des traducteurs au Portugal pour des langues plus rares, qu'elles soient européennes ou non européennes. C'est un problème, effectivement. Una? Je pense à un exemple d'événement qu'on a fait en partenariat avec, en fait, pour la langue japonaise. On a commencé cette année de faire des soirées de langue de la littérature japonaise en partenariat avec la maison d'édition Humanitas qui a en fait une série dédiée à la littérature japonaise. Et ça, c'est en dehors de l'Europe, ce qu'on a fait récemment, en fait, ce qui me vient à l'esprit. Et en fait, on a fait ça aussi en partenariat avec l'Université de l'Ouest de Timișoara, qui, à la faculté des lettres de Timișoara, ils ont commencé à donner des cours de japonais. Et il y a beaucoup d'étudiants intéressés. Et du coup, on a fait, voilà, des soirées japonaises comme ça. Thank you very much, Vladimir. Vladimir? Quel degré de diversité dans votre programme Crocodile? Et que faites-vous pour apporter du sang frais, des langues fraîches? Problem. Bon, nous avions ce problème en cours avec cette grande scène et ce grand auditorium. Et donc, bon, c'est une question de choix. Vous ne pouvez pas avoir de place suffisamment pour tout le monde. Donc, nous avons décidé d'avoir cet endroit avec le parc autour de nous et nous avons décidé de créer des scènes de tailles différentes autour de la forêt. Et cela nous donne une atmosphère plus détendue quand on fait les choix. C'est plus simple pour nous d'inviter des écrivains qui ne sont pas nécessairement très attractifs pour des centaines de personnes, mais qui seraient attractifs pour des auditoires de 50 à 100 personnes maximum. Merci beaucoup. J'ai une autre question, mais je souhaiterais entendre vos questions.
Eh bien oui, je souhaiterais poser une question en allemand, si c'est possible. J'ai entendu que, notamment par rapport au Salon des livres, on s'efforce de promouvoir la diversité aussi pour la traduction. Pour la traduction, il faut être ouvert au monde. C'est un prérequis pour la traduction et c'est l'objectif aussi de notre travail. Comment est-ce que vous voyez cela pour la foire du livre de Francfort ou de Bologne avec l'éléphant face du fascisme et les éditeurs d'extrême droite qui sont présents? Comment pouvons-nous célébrer la diversité et l'ouverture culturelle et d'autre part ne pas ouvrir la voie aux tendances fascistes sur ces salons et ces foires de livres? Jürgen, bon, je peux traduire en allemand ou me traduire moi-même en anglais. Eh ben, je pense que la réponse parle d'elle-même. Lorsque l'on parle de diversité, eh bien, nous avons un spectre qui va de gauche à droite. Et bon, bah, tant que cela ne va pas à l'encontre des droits de l'homme, nous devons les accepter dans les salons. Cela vaut dans le monde entier. Nous avons des échanges avec des organisateurs de salons, de livres dans le monde entier. Et oui, bien sûr, il y a des auteurs qui ne me plaisent pas, mais nous devons leur laisser l'accès aussi au Salon des livres. Merci beaucoup. Si nous pouvions avoir une question sur la traduction et la diversité, qui est une extension de ce dont nous parlions. La traduction, peut-être? Si vous me le permettrez, je souhaiterais créer un lien entre la diversité et la traduction. Je viens d'un langage minoritaire. J'ai évolué vers une ville non européenne, mais toujours minoritaire, avec une langue minoritaire. Que faire pour que les migrants et leur langue minoritaire et leurs textes deviennent des textes qui sont lus et vus dans l'Europe et dans le monde entier peut-être? Merci pour votre question. Ina, peut-être? En tant que manager projet? Je souhaiterais être en mesure de répondre, mais malheureusement, notre projet est centré autour des langues français, allemand et néerlandais et de ces régions linguistiques et ces livres. Nous avons aussi un projet où nous encourageons une autre communauté en Belgique qui est la Wallonie et leur langue. Et peut-être que ça répond un tout petit peu à votre question. Mais bon, c'est une très bonne question. Jürgen? Je pense que c'est aussi une question de visibilité. Créer de la visibilité. Si ce n'est pas traduit, si ce n'est pas imprimé encore, alors nous devons montrer les auteurs et trouver une manière. Même si nous n'avons pas d'interprète, chaque écrivain a un ami qui peut l'aider à être traduit. Donc d'abord les écrivains, ensuite les éditeurs, ensuite la publicité. Elena, que penses-tu de cette visibilité? Eh bien moi j'ai vu des éditeurs qui ont commencé des collections de livres, des livres bilingues. Pas seulement arabe, qui est très commun, bien sûr, mais aussi bilingue, la langue de leur pays et la langue de l'auteur du livre qu'il a décidé d'éditer. Ça, il s'agit d'expériences qui nous en disent long sur des plus grands groupes d'éditeurs qui commencent à avoir ce type de perspective. Merci beaucoup. Vladimir, peut-être, est-ce que cette question est pertinente à ton programme? Oui, bien sûr. Je
pense que la réponse se trouve dans le fait que nous devons booster la créativité littéraire d'une part, et ensuite essayer d'attirer les lecteurs. Pour nous, cette année, c'était très intéressant parce que nous avons invité Kasser Blassim, je pense que vous le connaissez. C'est un Irakien. Il écrit en arabe. Et c'est un excellent exemple sur la manière avec laquelle un immigré peut utiliser les moyens. Et c'est ce qui l'a aidé d'ailleurs. Merci beaucoup. Une dernière question? Non, non, c'est bon. Quelqu'un d'autre peut répondre. J'ai eu une réponse d'une certaine manière à ma question. Alors, le point très important, c'est la visibilité du traducteur. Cela a été mentionné dans le panel. C'est les prix, les lauréats décernés aux traducteurs. Et moi, je souhaiterais ici faire la promotion du fait que chaque prix dédié à un auteur pour un livre qui est traduit devrait toujours aussi être décerné, notamment en Europe où nous avons tant de diversité de langues et tant de livres qui sont traduits et tant d'auteurs à qui on décerne des prix, des centaines de milliers d'euros. Et donc, ces prix devraient être aussi décernés aux traducteurs. Is an award for translator. Donc, s'il y a un traducteur, un petit pourcentage devrait revenir au traducteur pourcentage de ce qu'obtient l'écrivain, pardon. Merci beaucoup. Je pense que c'est la fin de cette journée. Un grand merci à tous les 6 panélistes et à Gabriella qui a parlé un peu plus tôt cet après-midi. Merci beaucoup.